20h à Bangui, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette édition. Sans plus tarder, voici les articulations. Une messe d'action de grâce marquant la clôture des travaux de la rentrée diocésaine 2025-2026 a eu lieu dimanche dernier à la paroisse Notre-Dame d'Afrique présidée par le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque métropolitain de Bangui. La messe s'est déroulée en présence du chef de l'État, professeur Faustin Arcon, en présence du président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, et de quelques membres du gouvernement. Des précisions avec Yannick Gobinam et Chérit Malimbassa. C'est dans la joie que les chrétiens de l'archidiocèse de Bangui ont pris part à cette messe d'action de grâce marquant la clôture de l'année pastorale 2025-2026, couplée avec la consécration des 3 diacres et l'ordination de 3 prêtres. Dans son homélie tirée de l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, le cardinal Dieudonné Nzapalainga a exhorté les nouveaux consacrés à être des pasteurs de l'expérience afin d'être un serviteur de tous les chrétiens sans distinction en suivant l'exemple de Jésus-Christ qui est un bon serviteur. Sachez également que le ministre de la Justice, garde de Sceaux Arnaud Dubaï Abazeni, à ses côtés le ministre de la Défense nationale, le ministre résident de la Nanomambéré, Claude Rameau-Biro, ont procédé ce jour à l'installation officielle des nouveaux acteurs judiciaires du tribunal administratif de Boire. Nous vous invitons à suivre ce reportage. C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par la cérémonie solennelle d'installation des acteurs judiciaires de l'ordre administratif et plus particulièrement du tribunal administratif de Boire, situé dans la région de l'Équateur. Conformément aux dispositions de la loi 96.006 du 13 janvier 2016 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, 6 nouvelles juridictions administratives de premier degré ont été instituées par décret numéro 25.228 du 1er juillet 2025. 3 d'entre elles sont déjà opérationnelles, dont celle de Bois, où nous procéderons dans quelques instants à l'installation officielle des juges ainsi que le greffier en chef. Mesdames et messieurs, il est important de noter que l'installation du tribunal administratif à Boire, ville carrefour stratégique, dynamique et ayant un poids économique très significatif pour notre pays, est un symbole fort pour l'accès à la justice administrative et la consolidation de la démocratie locale ainsi que la bonne gouvernance. Désormais, tout citoyen devrait savoir que nul n'est au-dessus de la loi, même l'État et ses démembrements. Au regard de la loi, le tribunal administratif représente bien qu'une simple structure administrative, car il est, d'une part, le garant de la légalité des actes administratifs et d'autre part, le défenseur des droits des citoyens face aux abus des pouvoirs publics. La justice administrative, et plus particulièrement ce tribunal administratif institué dans votre région, est à la fois des fonctions consultatives et contentieuses. Fonctions consultatives, il s'agit d'un outil mis à la disposition des représentants de l'État et des démembrements de l'État, et pour lesquels, en cas de souci, vous pouvez valablement saisir cette formation consultative pour être bien éclairé avant de prendre des actes administratifs.
Et puis le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, Claude Rameau-Bureau, en collaboration avec l'ONU Femmes, a procédé lundi au lancement officiel du soin gratuit au bénéfice de la population de Bois. Voici à cet effet les impressions de la représentante de l'ONU Femmes. Cette initiative fait suite à celle menée à Pissa, où plus de 3000 civils avaient été sensibilisés aux violences basées sur le genre et sur les prises en charge et ont bénéficié de soins médicaux gratuits grâce à l'appui de l'Union européenne, de ONU Femmes, de l'OMS, de l'UNFPA, du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion du genre et des partenaires privés. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, pour sa présence et son engagement en faveur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Mes remerciements vont également à Madame la Préfète, aux commandants de zone et à leurs équipes pour leur accueil chaleureux. Cette campagne illustre la volonté des forces armées de renforcer leurs liens avec les populations civiles en intégrant la sécurité humaine et la dimension genre dans leurs interventions. Elle prend tout son sens alors que nous commémorons cette année le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre la protection des droits des femmes et leur participation au processus de paix. Cependant, malgré les progrès réalisés en matière de sécurité, les femmes et les filles restent particulièrement vulnérables en contexte surtout de post-conflit. L'accès limité aux soins, à l'eau et à l'assainissement affecte leur santé et leur dignité, y compris une forte prévalence des violences faites aux femmes et aux filles, notamment dans des contextes assez particuliers. Cette campagne est donc un signal fort de l'engagement des forces de défense et de sécurité à promouvoir une Centrafrique plus inclusive et résiliente. L'ONU Femmes réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement pour appuyer les initiatives qui renforcent la participation des femmes à la gouvernance et à la consolidation de la paix, et ce dans un contexte très important du processus électoral qui se tient cette année. Monsieur le ministre d'État me disait tout à l'heure qu'il est venu pour l'installation des magistrats au niveau du tribunal. Félicitations pour cette initiative qui s'intègre véritablement dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la participation des femmes au poste de prise de décision. Par ailleurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec la Direction générale des douanes et droits indirects, se sont retrouvés ce lundi dans une rencontre en vue de créer une synergie entre les deux institutions. La cérémonie s'est déroulée en la salle de conférence de Galaxy en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Thierry Patrick Akoloza. Plus de précisions avec Eric Voudakba et Chéril Malimbassa. Ce sont les responsables du ministère du Commerce, de la douane et les partenaires qui ont pris part aux travaux de cette réunion élargie qui vise à renforcer la synergie entre le ministère du Commerce et la Direction générale des douanes afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du programme de vérification de la conformité des produits. Maître Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie, revient sur les objectifs de cette rencontre. Dans le cadre de la certification des produits qui rentrent sur le territoire national, nous travaillons en étroite collaboration avec la Direction générale des douanes et droits indirects. Mais pour que nous mettions ensemble notre synergie, que nous comprenions de la même manière le processus de vérification des certificats de conformité, il est important que nous nous retrouvions ensemble pour que nous parlons de la même voix et en sortant de là, nous aurons un objectif et une vision commune. Parce que le certificat de conformité dans tous les pays, c'est pour protéger la population des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Parce que nous sommes dans une convention avec la LGS. Et cette société travaille pour certifier les produits, que ce soit des consommations, que ce soit des biens qui rentrent dans notre territoire, sur notre territoire. Maintenant, nous travaillons ensemble avec nos amis de la douane. Et
avec la RGN, nous organisons cette réunion-là aujourd'hui pour que des échanges fructueux et francs soient menés pour que, après cela, avec nos amis de la douane, nous travaillons, mais dans une parfaite compréhension pour protéger la population centrafricaine. Afin d'atteindre les objectifs fixés, la participation des partenaires est importante. Alors, nous avons signé une convention avec le gouvernement centrafricain en 2021 pour la mise en place du programme d'évaluation de la conformité des marchandises qui viennent en Centrafrique. Et c'est un programme qui a démarré en 2021. Et on s'est rendu compte, avec les autorités, qu'il n'y avait pas assez de participation. C'est-à-dire que l'objectif du programme n'était pas véritablement atteint parce qu'il y avait un manque de coordination, de collaboration entre le ministère du Commerce et la douane. Et donc, à la demande du ministère du Commerce, on a organisé cette réunion pour pouvoir organiser ce tour de table, avoir autour de la table la douane, le ministère du Commerce, pour rappeler les enjeux de la convention et voir comment est-ce que les deux parties, commerce, ministère des Finances et la douane, peuvent travailler ensemble pour que le programme soit un vrai succès et surtout que les objectifs du programme soient atteints. Parce que comme l'a dit Monsieur le ministre, le programme vise à protéger les populations. Parce que les marchandises qui rentrent, qui ne sont pas conformes, c'est un danger pour la population. Notons que cette réunion élargie s'est déroulée sous forme de présentation suivie de discussions interactives. Sachez également que les rideaux sont tombés samedi dernier sur les activités marquant la première édition de la journée des anciens enfants de troupes de Centrafrique, en abrégé AET. Le président de l'AMICA, Joachim Kokate, remercie le chef de l'État pour son soutien multiforme. Nous vous invitons à suivre ce reportage. D'abord, à remercier plus particulièrement le président de la République, qui est le président d'honneur de l'amicale des anciens enfants de Centrafrique, qui nous soutient, et aussi le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité publique et tous les membres du gouvernement, qui nous soutiennent dans cette organisation. Effectivement, nous avons réfléchi ensemble, nous avons décidé d'organiser la première édition de la journée de l'ancien enfant de troupes de Centrafrique. Pourquoi? Nous avons l'habitude chaque année d'être invités dans les différents pays où se trouvent les amicales des anciens enfants de troupes. Nous nous invitent chaque 3 mois, 6 mois dans les différentes écoles. Et nous avons dit aussi, nous, Centrafricains, nous pouvons aussi le faire. Et nous avons décidé de le faire. Cette journée nous a permis de faire d'abord une opération test. Et que tout le monde a constaté que ça a eu un écho favorable. C'est une réussite à 99%. Surtout que c'est la première fois. Nous avons démarré la journée d'hier avec une marche de cohésion. Depuis le centre-ville Pika 0 jusqu'au camp Kassai militaire et comment ça s'est terminé dans un esprit d'amour, de fraternité. Et dans l'après-midi, nous avons organisé un débat sur les différentes thématiques par rapport à l'historique de l'enfant de troupe centrafricain, c'est-à-dire que le premier enfant de troupe centrafricain et les enfants de troupe aujourd'hui, et nous autres sommes devenus aujourd'hui les anciens enfants de troupe. Et cela, ça nous a permis d'échanger sur tout le point. Je tiens aussi à rappeler que parmi nous, les enfants de troupe, nous avons aujourd'hui des enfants de troupe de sexe féminin.
Autre fait de l'actualité, la ministre chargée de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat, Nicole Okoye, accompagnée de son staff, a effectué le mercredi dernier une visite de travail sur le chantier d'aménagement routier de Sakai dans l'Ombela Poko. L'objectif est de s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Reportage de Majorine Gongor et Rock Feller Tchakpa. Le but de cette visite du travail par le membre du gouvernement est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement routier de Sakai, lancés depuis le mois de février 2025, selon la vision politique du chef de l'État Faustin Archange Touadéra, de faire de la ville de Bangui un grand Bangui. Le résultat de ces travaux est très satisfaisant, a souligné le membre du gouvernement. Nous avons fait un aménagement au site de Sakai. Bon, le but, c'est de venir voir les travaux qui ont été réalisés sur le terrain. Et ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis longtemps, ça fait depuis 4 ans. On a commencé avec l'Andia, on est allé aussi à Balongo. En tout cas, il y a beaucoup de sites. Ensuite, on a profité pour lancer un message à l'endroit des occupants traditionnels. Les occupants traditionnels, c'est à travers les sensibilisations qu'on leur montre comment prochainement ils doivent se comporter. S'ils veulent s'emparer peut-être, je le dis juste banalement comme ça, peut-être s'ils ont dit 10 lots, on leur donne 2 lots, et le reste, s'ils veulent payer, ils payent. S'ils ne peuvent pas payer, bon voilà, on va attribuer à d'autres personnes. Et voilà maintenant, et on les constate. Si vous voulez garder leur quand vous payez, parce que tous les ans, la terre appartient à l'État. Abordons à présent la page magazine de cette édition. Et enfin, la page magazine de cette édition est exclusivement consacrée au périple de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État à Casablanca, au Royaume du Maroc, pour la table ronde des investisseurs du PND, en passant par l'Angleterre pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre la République centrafricaine et le Royaume-Uni pour chuter à New York à la 80e Assemblée générale de l'ONU. C'est un décryptage signé par Bienvenue Bissayo et Marielle Mokonji, dont nous vous invitons à suivre. Et moi, je vous souhaite une excellente suite de programme. Au revoir et à demain. Eh bien, ce périple revient satisfaisant vraiment pour le président de la République, chef de l'État, à travers le reste de la planète, est caractérisé par son déplacement au Royaume du Maroc, où il a pris part activement aux travaux de la table ronde sur le financement du plan national de développement, qui a effectivement débouché à la mobilisation des financements conséquents pour la mise en œuvre de plus de 300 projets de société contenus dans le plan national de développement. Au lendemain des travaux, le président de la République, chef d'État, son excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, s'est envolé cette fois-ci à destination de l'Europe, plus précisément où il a foulé le sol de l'Angleterre, où il a eu des discussions de fond en comble avec les investisseurs anglais qui ont promis descendre dans les jours à venir dans un futur proche pour la mise en œuvre des travaux de chemin de fer afin de décentraliser le réseau routier de la République centrafricaine et faciliter le déplacement, la mobilité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Je suis sorti du pays, je crois qu'il y a 3 semaines. Comme vous l'avez mentionné, c'est beaucoup. Et vous me donnez là l'occasion de pouvoir expliquer à la population, rendre compte à la population de tout ce parcours et de tout ce que j'ai fait. Vous avez mentionné que j'ai quitté Bangui aussitôt après la fin de la conférence, les chefs d'État de la CEMAC. Je me suis rendu à Abu Dhabi. Abu Dhabi, vous savez que je voudrais profiter de votre micro pour remercier très sincèrement les autorités de ce pays
qui vraiment veulent entretenir une très bonne relation avec nous, de coopération. Et nous voyons déjà les fruits de cette coopération. Il vous souviendra qu'au mois d'août dernier, je crois qu'on a dû faire l'inauguration d'un champ solaire de 60 mégawatts, qui est très important pour notre pays en termes d'énergie. Et ça, il y a encore d'autres projets sur lesquels je devrais aller m'entretenir avec les autorités, signer d'autres conventions. Le moment venu, vous serez informés de tout ce qui entoure vraiment cette coopération avec les Émirats arabes unis, qui est une coopération vraiment gagnant-gagnante et dans l'intérêt de ces deux pays. Ensuite, je me suis rendu après Abu Dhabi, où les choses se sont bien passées avec plusieurs conventions signées. Je me suis rendu à Casablanca, au Maroc. Et profitant de votre micro encore, je voudrais vraiment saluer, remercier les autorités de ce pays frère, notamment Sa Majesté, vraiment le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son accueil. Et d'abord, parce qu'il a autorisé, il a accepté que cette table ronde se tienne au Maroc, profitant de toute la logistique, de toutes les possibilités qu'offre vraiment ce pays pour organiser notre table ronde. Et ils nous ont beaucoup appuyés dans l'organisation et je voudrais les remercier. Cette table ronde, il faut savoir qu'en fin de compte, a été très productif. A été très productif puisqu'on a en termes d'annonces, je crois qu'ils ont comptabilisé en termes d'annonces 9 milliards, ce qui est une chose très bonne pour le pays, mais ce ne sont que des annonces. Et les membres du gouvernement qui sont là, tous les sectoriels, sont invités à travailler davantage, que ce soit au niveau de l'administration. Nous devons tous nous mobiliser pour aller concrétiser ces annonces-là. Il faut marquer l'essai. Ça, on a eu les 9 milliards en termes d'annonces, mais nous devions travailler, monter des projets qui figurent déjà dans notre plan national de développement, et pour vraiment récupérer ou tout au moins avoir le financement réel de ces différents projets dans l'intérêt de nos populations. Je crois que c'est un très bon plan qui a été apprécié par les investisseurs, par les autres partenaires. Et il n'y a pas que les investisseurs, il y a aussi nos partenaires traditionnels, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, et tout ça qui sont autour de nous et qui ont apprécié vraiment le travail qui a été fait. C'est un travail collégial dans l'intérêt vraiment bien compris de nos populations. Et je pense que j'invite vraiment toute notre administration, à tous les niveaux, de travailler de sorte que nous puissions mobiliser ces 9 milliards qui ont été annoncés. Et même au-delà, parce que dans le travail, nous pourrons et encore faire des efforts pour, dans le cadre de notre financement des différents projets pour notre pays. Et ensuite, après le Royaume du Maroc, eh bien, je suis allé à Londres. Et vous savez, depuis notre histoire, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est un grand pays qui est très connu, qui a beaucoup d'investisseurs, a beaucoup de moyens, a beaucoup de capacités. Mais dans notre histoire, nous n'avons pas eu de relation directe, soutenue avec ce pays, ce grand pays. Maintenant, c'est chose faite, puisque j'étais là-bas discuter avec les autorités sur des projets importants. Je dis important, je n'ose pas l'annoncer maintenant, j'attends le moment propice avec ces partenaires pour vraiment annoncer ces projets-là qui, de mon point de vue, va bouleverser l'économie de notre pays et au-delà. Donc c'est une visite ou une réunion de travail très, très, très bien pour notre pays et je remercie les autorités
du Royaume-Uni pour leur accueil et pour toutes les dispositions. Et certains bailleurs de fonds et des partenaires qui veulent venir ici. Et je crois que le mois d'octobre, ils seront là. Et peut-être que l'annonce que je ne veux pas faire maintenant, vous le verrez, vous le saurez le moment venu. Mais après Londres, je me suis rendu à New York. Et comme vous savez, chaque mois de septembre, c'est l'Assemblée générale des Nations unies, où les 193 pays du monde vont pour discuter des grands sujets de notre planète. Évidemment, ça va des problèmes de développement, de pauvreté, des problèmes géopolitiques, géostratégiques, et aussi comment va le monde. Et il faudrait que notre pays puisse donner sa voix et donner sa façon, comment notre pays entend faire des propositions pour faire avancer notre planète. C'est ce que nous avons essayé de faire pour poser les véritables problèmes du regard des Centrafricains et qui m'ont donné cette possibilité de parler en leur nom. C'est ce que j'ai fait en posant les grands problèmes et en donnant aussi beaucoup de propositions aux Nations Unies pour travailler dans ce sens-là. Et donc, voilà, j'ai fait cette tournée, ça m'a pris au moins 3 semaines, parce que, bon, ces rendez-vous sont d'affilée. On a continué jusqu'à Londres et me voici de retour parmi vous. Et je suis très satisfait, plus que satisfait de cette tournée. Et aussi, je voudrais profiter de votre micro pour parler d'autre chose. On a eu la conférence de CEMAC et je voudrais vraiment remercier le peuple centrafricain, surtout les femmes et les jeunes qui se sont mobilisés, vraiment, véritablement mobilisés pour l'accueil des chefs d'État de la région et ils sont satisfaits de cet accueil chaleureux. Et je voudrais les remercier, je n'ai pas eu l'occasion, mais vraiment de les remercier sincèrement. J'ai vu le président, tous les présidents étaient heureux, surpris de voir un tel accueil. J'ai eu aussi le message du président Mahamat Idriss Déby Itno qui a fait un tour au kilomètre 5 où vraiment il a été ovationné, accueilli par toute la population de kilomètre 5 et des environs. Et je crois que ça lui a fait chaud au cœur. Et il l'a dit dans son post. Et je voudrais aussi profiter de votre micro, comme je le dis, remercier la population qui était au rendez-vous. Et bien entendu, il y a eu des entreprises qui ont travaillé pour le succès de cette conférence. C'est un véritable succès qui montre que notre pays peut recevoir des hôtes de marque et peut aussi organiser, en commençant par le caucus, la conférence et bien d'autres cérémonies. Et ces ouvriers, ces chefs d'entreprise se sont investis nuit et jour pour rendre le séjour de nos hôtes agréable. Et ça a été le cas. Voilà les quelques mots que je trouve pour dire, et en remerciant le peuple centrafricain pour son accueil.